Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Nous débutons la semaine avec Isabelle Durand. Bonjour. Bonjour. Vice-présidente du Parlement européen, membre d'Écolo bien sûr. Est-ce que les Européens peuvent aider les Ukrainiens et les Russes à sortir de l'impasse ? Ils doivent apporter leur contribution, c'est sûr, et je crois qu'ils ont à faire. Ils ont à faire à la fois pour pouvoir garantir une meilleure démocratie sur place, et on sait bien à quel point tous ces milliers de manifestants sur Maïdan l'ont demandé, l'ont porté, l'ont payé de leur vie pour certains d'entre eux. Donc on a beaucoup à faire pour que des élections législatives aient lieu, et pas seulement présidentielles, et avoir un Parlement ukrainien qui représente tout le monde, y compris les russophones. Et ça, c'est un peu le gros enjeu démocratique à côté de la crise actuelle qui, elle, évidemment, demande aussi de discuter avec la Russie. Alors entre l'isolement de la Russie, le dialogue, quelle place trouver pour le dialogue avec la Russie, ça c'est la question centrale qui nous est posée à tous. Alors il y a réunion des ministres des Affaires étrangères au moment où se parle ou quasiment. Vous attendez quoi de ces ministres qui disent ce que vous venez de dire, c'est-à-dire la position du Parlement, notamment des élections législatives le 25 mai ? Je pense qu'ils disent cela aussi, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas seulement dans la recherche du point d'équilibre et y compris de la question du financement, parce que de l'autre côté il y a une économie complètement exsangue et donc il faudra aussi qu'il y ait des prêts, et s'il y a des prêts, il faudra que le FMI y soit, et si le FMI y est, il demandera de la stabilité politique. Donc c'est le Fonds monétaire international. Voilà, je pense qu'on doit à la fois travailler sur le volet économique, sur le volet politique, et puis surtout aussi sur le volet diplomatique vis-à-vis de la Russie. Est-ce qu'on fait pression uniquement sur la Russie, avec, on a entendu notamment des menaces de boycott, sanctions, de ne plus inviter la Russie au G8, etc. Ou est-ce qu'on fait aussi pression sur la Russie et sur les Ukrainiens? Mais on doit faire pression partout, mais le gros de la pression pour moi, elle est aussi une pression russe. Je veux dire, Poutine nous a déjà fait ça en Géorgie en 2008. Je ne pense pas qu'il peut comme ça impunément entrer dans une logique quasi guerrière et de mettre en danger aussi la stabilité européenne. Moi, je comprends que les Polonais et les Allemands, qui sont les voisins, ont vraiment, je dirais, des réactions extrêmement inquiétées par rapport à ce qui se passe. Donc on doit à la fois mettre la pression sur Poutine et pour partie sur les Ukrainiens en leur disant, voilà, vous avez fait la révolution, vous avez eu raison, parce qu'on ne peut quand même pas le leur reprocher, au contraire. Maintenant, il faut trouver les formes qui permettent de représenter au mieux l'ensemble des populations ukrainiennes, ce qui n'est pas gagné et qui n'est pas facile à faire. Est-ce que l'Europe a réellement son mot à dire ? On voit que ce qui compte visiblement, c'est plutôt les États-Unis. Barack Obama qui discute pendant 1h30 avec Poutine. Oui, qui est aussi mis sous pression par son Congrès américain. Personne n'a la parole complètement libre. C'est très compliqué, c'est l'ensemble du monde qui est concerné. L'Europe pèse encore d'un certain poids. Évidemment que l'Europe pèse, et je crois qu'elle a pesé d'ailleurs le soir où les 3 ministres sont allés négocier au nom des Européens, même si très vite ils ont été dépassés dans leur accord. Donc je crois que la place de l'Union européenne, c'est peut-être pas par des grandes affirmations mâles et viriles, parce qu'on n'a pas cette possibilité-là dans la mesure où on est une union de beaucoup d'autres, mais par contre, la diplomatie démocratique, la diplomatie parfois un peu dans la coulisse, est celle que les Européens font le mieux. Alors je vous pose un peu la même question, mais c'est un internaute qui vous la pose via Twitter. Madame Ashton, donc Catherine Ashton, qui est commissaire européen en relations extérieures, a-t-elle un réel pouvoir ou un réel impact sur les événements actuels en Ukraine ? Relatif, évidemment. Oui, je pense qu'elle a du pouvoir. Elle a du pouvoir quand elle a aussi tous les ministres derrière elle. C'est ça la question. Je veux dire, elle ne peut en avoir que si elle a. C'est elle qui a succédé à Javier Solana. On parlait plus souvent de Javier Solana que de Catherine Ashton, quand même. Et donc, je dois reconnaître qu'elle n'a pas toujours été nécessairement en pointe ou en première ligne. Elle est aussi britannique et elle a derrière elle aussi un conseil avec Mme Merkel qui veut un peu régenter le tout. Et donc, par rapport on a à un tout autre ça, internaute qui nous dit personne ne peut faire quoi que ce soit. On est sur la zone russe. Poutine décide et fait ce qu'il veut. Non. Et donc, je pense qu'on a à dire Poutine ne peut pas faire exactement ce qu'il veut. Pas plus d'ailleurs, je pense qu'il ne peut le faire en Syrie. Et le problème, c'est que derrière lui, c'est aussi la Chine qui s'associe à lui. Et c'est le vieux discours bien connu que j'ai entendu aussi dans la bouche de certains partis d'extrême gauche, de M. Mélenchon. Ah, c'est le grand complot, l'extrême droite alliée avec les grandes puissances. Il faut sortir de ça. Et il faut vraiment faire une diplomatie multilatérale forte. Ouais. On a donc cette réunion des ministres des Affaires étrangères cet après-midi. Est-ce qu'on doit malgré tout pas reconnaître que peut-être que pour les Russes, et que notamment pour les russophones qui habitent la Crimée, qui est une république autonome, pourquoi pas, ils auraient peut-être le droit à l'autodétermination et à rejoindre la Russie s'ils en ont envie. Est-ce que l'Europe peut accepter ça ou pas ? Je pense qu'en tout cas, on doit tenir compte. Ils représentent 68% de la population en Crimée, c'est énorme. Et donc c'est clair que les russophones, ils ont leur part, leur mot à dire. D'ailleurs, sur les questions de référendum, sur la question linguistique, voilà bien des questions que nous connaissons bien en Belgique, même si on n'est pas du tout dans la même situation. Mais en tout cas, c'est clair que cette question d'identité russe ou russophone, on doit
la prendre en considération. Sans quoi, si c'est les Ukrainiens de Kiev contre tous les autres, ça c'est le scénario de, si pas de la partition, en tout cas, je dirais de la division et du risque peut-être de guerre civile, c'est très dangereux. On vient de sortir de 50 ans de paix en Europe. Quand vous regardez ce qui se passe en Ukraine, qui a une frontière commune avec la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, vous vous dites le danger est peut-être plus présent qu'on ne l'imaginait? Je pense qu'aujourd'hui, oui, ça redevient une vraie question, la paix, la sécurité pour tous, et comme par exemple la question des migrations, qui sont des Est-ce que le nouvelles Parlement questions. européen va se saisir de ce dossier? Il se saisit. Non, il se saisit cet après-midi à la Commission des Affaires étrangères. On vient faire le point à la situation. Il est saisi. On a eu une résolution à Strasbourg la semaine dernière. C'est clair qu'en politique étrangère, c'est pas le Parlement qui est en première ligne. C'est évidemment plutôt l'exécutif. Mais le Parlement suit ça de très très près. Donc on en reparle tout à l'heure, là, à 3 heures. Alors, je voudrais qu'on quitte l'international, qu'on s'intéresse à Bruxelles. Vous êtes candidate aux prochaines élections régionales. Une petite consultation Internet Télé Bruxelles, Viva Bruxelles. Visiblement, l'enseignement bilingue, c'est quelque chose qui intéresse les Bruxellois. Comment est-ce qu'on va le faire? Parce que c'est aussi dans le programme d'écolo. Comment est-ce qu'on va faire pour l'implanter? Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça se fait en travaillant évidemment avec la communauté flamande sur Bruxelles pour essayer d'avoir réellement une possibilité, pas seulement de faire des écoles en immersion, mais d'avoir un réel enseignement bilingue. Je pense que... Ça veut dire que c'est la région qui doit devenir le pouvoir organisateur? Pas nécessairement. Je ne pense pas pour autant qu'on peut aussi travailler avec des coopérations qui sont circonstanciées. Et Bruxelles est particulier par rapport à la Wallonie, évidemment. Et donc, je crois qu'il faut vraiment lancer les coopérations pour trouver à Bruxelles un modèle d'école bilingue qui fonctionne pour tous et qui donnerait à tous les enfants bruxellois la capacité d'être quand même bilingue, ce qui est, mon avis, requis dans une région institutionnellement bilingue. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent oui, mais si Bruxelles gère son enseignement, va vers les écoles bilingues et qu'on fait tant de distinctions entre Bruxelles et la Wallonie, c'est la fin de la communauté française, c'est la fin du lien entre les francophones? Je ne pense pas, et je pense qu'on doit et on peut à la fois garder un lien culturel, un lien linguistique, un lien qui nous unit entre Wallons et Bruxellois, et en même temps reconnaître des spécificités régionales. Est-ce qu'Écolo fera mettre ça dans un accord de gouvernement si vous participez aux discussions pour la prochaine majorité régionale? Ça fera partie de la discussion, ça c'est une évidence. Mais à quel degré? Avec un degré d'exigence important. Je ne vais pas vous faire ici la liste des priorités avec des tirets et des numéros, mais en tout cas, c'est une des questions sur lesquelles l'éducation et l'enseignement partout, mais a fortiori à Bruxelles, c'est une question centrale pour nous. Si parfois elle est de droite ou de gauche? Je pense qu'elle a pris le choix d'être vraiment très à gauche même. Donc c'est son choix et c'est tout à fait respectable. Et je la connais bien et je trouve que voilà, elle a fait son choix et c'est très bien pour elle. Sans doute. Comment ça se fait qu'elle va se retrouver classée à l'extrême droite au Parlement régional? Écoutez, je disais en souriant qu'elle se retrouve de l'autre côté quand on regarde du point de vue du perchoir. C'est pas son point de vue. Hein. Elle va se retrouver à côté d'élus d'extrême droite. Oui, c'est pas très agréable. Ceci dit, voilà, et les élus d'extrême droite, ils sont là. Peut-être qu'on aurait pu les mettre de l'autre côté. Quand on décide en fin législature de sortir du groupe où on est, il ne faut pas s'attendre à ce que ce groupe vous fasse un cadeau. Pour le reste, ça me paraît un peu symbolique. Vous ne voulez pas l'accueillir sur les bancs d'écolo au Parlement régional? Je crois surtout que si elle veut faire son travail dans les 3 mois qui restent, peu importe la place où elle sera assise, c'est à elle de faire de son choix un choix politique assumé. C'est pas un peu vexatoire de la placer là? Peut-être qu'on aurait pu faire autrement, mais je ne crois pas que c'est prioritaire. Et de même, les places où on est assis, ce n'est pas ça qui vous fait votre existence politique, heureusement d'ailleurs. Merci Isabelle Durand d'avoir été invitée de l'interview. 2 rendez-vous à vous signaler sur Antenne de Télé Bruxelles. 17h58, c'est le retour des gadgets qui sont là pour quelques semaines avec toute une série de nouveaux sketchs. Et puis à 18h30, l'émission Sans détour, Jean-Christophe Pézès reçoit Philippe Pivin aujourd'hui. Bon après-midi à tous. Tout de suite, c'est la météo, Patrick Vermeer.